Mais qui voilà? Tu peux me prêter tes clés, je te l'emmène tout de suite. Fais attention. Ouais, t'inquiète. Moi-même, j'exprime par cette sculpture ce moteur fondu, le sur-régime du monde moderne. Quel artiste. C'est de l'huile, ça? J'aurais peut-être pas dû lui passer la voiture. Antenne télescopique exprimant incommunicabilité malgré technique. Et voilà, capot définitivement rayé. Le confort est néfaste et que ces choses bien précaires. Écoute, tu vas jamais me croire. Hein. J'ai cassé le porte-clés. Renault 19, pourquoi vivre sans elle? Revoir, pour savoir, pour comprendre l'histoire. 1991, l'année que personne n'avait su prévoir. Préparé par la rédaction de TF1, le journal de l'année 1991, une cassette TF1 vidéo. Des oranges, chaudes de soleil, des brassées de verveine. Tous ces arômes dans un bouquet qu'on vous offrirait. Imaginez un jardin dans un sachet. Infusion délices fruitées de l'éléphant. Quel délicieux goût de fruits. Sur votre Minitel, il y a forcément le service qui peut vous rendre service. J'appuie sur envoi. Voilà. Regarde maman, tout ce qu'on peut faire comme étude même quand on est nul en maths. Y'a vraiment pas de quoi pleurer. Pour l'annuaire des services Minitel, tapez 3615 MGS. Si vous êtes fatigué, pas en forme, pour vous remettre en forme, faites une cure de Supradine. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux pour remettre votre forme en forme. Supradine est un médicament pour les adultes et les plus de 15 ans. Let's take a drive through the old town. Some things are hard to remember. Some things you'll never forget. Les produits laitiers, des sensations pures. Découvrez Atlas, une lessive forte comme ça. Découvrez Atlas, une lessive douce comme ça. Atlas, c'est une lessive géniale. Il y a deux types de sachets, des blancs et des verts. Pour le linge normalement sale ou délicat, un sachet blanc suffit pour laver avec soin. Atlas. Et quand c'est très sale ou taché, je renforce le sachet blanc avec le sachet vert. Atlas. Les résultats, exactement ce que je veux. La propreté éclatante et le respect du linge. Atlas, forte ou plus douce, comme vous voulez. Apprendre à se nourrir, ce n'est pas seulement apprendre à tenir une cuillère. La qualité et la diversité de ce que nous mangeons peut faire de notre alimentation notre première médecine. Pour y parvenir, il faut réapprendre à manger. Il n'est jamais trop tard, surtout quand on a 3 ans. Danone participe au nouveau programme d'éducation nutritionnelle dans les crèches et les écoles. Madame, Monsieur, bonsoir. Après les accidents en série dans le nord de la France, le gouvernement va prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la circulation en temps de brouillard, avec notamment une limitation de la vitesse à 60 km/h.
La catastrophe de l'Airbus A320, Air Inter a décidé d'indemniser intégralement les rescapés et les parents des victimes. La CGT en congrès pour une semaine. Il sera question du départ d'Henri Krasuki, de l'avenir du syndicat et de ses relations avec le Parti communiste. Et puis un film fait déjà beaucoup parler de lui aux États-Unis et en France, JFK, qui évoque l'assassinat de Kennedy en 1963. Oliver Stone, son réalisateur, est avec nous ce soir en direct. Voilà donc pour les titres de ce journal. Et tout d'abord, le problème de circulation en temps de brouillard. Depuis 2 jours, les carambolages se multiplient sur les autoroutes du Nord et dans les régions de montagne. Ainsi, ce matin, 2 personnes ont été tuées et 2 autres sérieusement blessées dans un accident entre Genève et Lyon. Georges Sarr, le secrétaire d'État au transport, a alors annoncé une série de mesures visant à éviter les accidents par mauvais temps. Un décret limitera la vitesse à 60 km/h sur les routes envahies par la brume avant la fin du mois de mars. Les explications de Bénédicte Duran. Hier, sur les autoroutes du nord de la France, on a compté plus de 40 accidents. 240 véhicules au total se sont percutés, faisant 1 mort et 50 blessés. Principal responsable, le brouillard, qui dans cette région réduit souvent la visibilité à moins de 10 mètres. À l'étude depuis février 91, toute une série de mesures pour limiter ce type d'accident devraient être lancées début mars. La plus importante d'entre elles, la réduction de la vitesse à 60 km/h par temps de brouillard. Une nouvelle limitation sur route comme sur autoroute, pas évidente à faire respecter. Pour le 60 km/h, à mon avis, si le code de la route n'a pas retenu jusqu'alors cette disposition, c'est que ceux qui l'ont rédigé estimaient que c'était peut-être superflu. Devant les séries de carambolages, il semble bien qu'un rappel à l'ordre soit nécessaire. Eh bien, la sécurité, c'est donc la limitation de vitesse. Je crois que c'est le meilleur moyen en fait pour éviter les accidents. 60, ça sert strictement à rien, c'est une question de visibilité, je crois. Ça peut aider, mais ça ne changera pas le comportement des gens qui doublent et qui se croient la vue perçante au-dessus du lot. Autre mesure à l'étude, la mise en place de lignes de rive, nouveau système de marquage au sol pour mieux mesurer la distance entre 2 véhicules. En expérimentation, les lampes éclats, flash, placées sur les bornes d'appel d'urgence, elles clignoteront pour avertir de l'existence d'un accident à proximité. Enfin, comme leur homologue belge, les autoroutes du Nord devraient voir leur système d'éclairage renforcé. Et demain à 7 h, Jean-Michel Lelio recevra Georges Sarr, le secrétaire d'État au transport. L'enquête sur l'accident de l'Airbus A320 avance lentement. La direction d'Air Inter a décidé d'indemniser intégralement les blessés ainsi que les parents des passagers décédés. Généralement, la réparation intégrale n'est offerte que si les transporteurs a commis une faute inexcusable. Cette fois, les assureurs d'Air France dépasseront automatiquement le plafond de 750 000 francs par personne, en précisant toutefois que pour le moment, l'accident ne peut pas encore être imputable à la compagnie. Laurent Bazin, Jacques Boivin. Si Air Inter décide avant même les résultats de la commission d'enquête, cette indemnisation intégrale, c'est pour 2 raisons. D'abord parce que, dit la compagnie, la douleur est forte et qu'il n'est pas question d'y ajouter d'éventuelles difficultés financières. Les 9 rescapés et les familles de disparus ne doivent pas souffrir davantage. Mais il y a une deuxième raison, moins avouée. Depuis plusieurs années, le fait est que les tribunaux condamnent presque toujours les compagnies lorsque les victimes décident de porter leur cause en justice, et ce même lorsque la faute lourde n'est pas prouvée. Air Inter, dans cette affaire, opte pour la générosité afin de ne pas apparaître impopulaire plus tard lors d'un éventuel procès. Les rescapés de l'accident, eux, pensent d'abord à ceux qui ne bénéficient pas de cette mansuétude. Ce qui me choque, c'est que d'après ce que j'ai entendu, c'est que les victimes d'Absheim, qui, elles, n'ont pas encore été indemnisées, et que parmi elles, il y a certaines personnes sans dans le besoin par rapport à ce qu'ils auraient dû toucher. Et pour cela, il faudra absolument faire le possible pour qu'ils puissent toucher au plus tôt ce qu'il aurait dû. Les victimes de l'Airbus A320 d'Absheim, qui avait fait 3 morts et 50 blessés en juin 88, organisent d'ailleurs une réunion le 9 février prochain. Elles ont invité celle du Mont-Saint-Odile, devenue tragiquement lundi dernier leur compagnon d'infortune.
Le premier syndicat français est en congrès depuis cet après-midi et pour une semaine. Un millier de délégués CGT sont ainsi réunis pour assister notamment au départ de leur leader Henri Krasuki, qui sera remplacé par le numéro 2, Louis Vianney. Au centre des débats, les difficultés du syndicalisme et les relations que peut établir la CGT avec un parti communiste en perte de vitesse. Marie-Noëlle Imbert a pu assister aux premières discussions à Montreuil. Ce qui s'envoie à chaque fois qu'il y a un gars me dit ouais mais de toute manière le parti communiste c'est lui qui dirige la CGT, c'est lui qui a nommé Krasuki, c'est lui qui va nommer son successeur. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Dès la première minute, le ton est donné à travers une vidéo. Pour introduire ces débats, la CGT met en avant des témoignages de syndiqués qui n'ont tous qu'un sens, il faut changer. Car la démocratie à la CGT a ceci de paradoxal qu'elle vient d'en haut, précisément de Louis Vianney, successeur désigné d'Henri Krasuki. Pourquoi changer? Mais tout simplement parce que nous avons un besoin impérieux d'une dynamique démocratique pour mettre les syndiqués dans le coup. Qu'est-ce que nous avons à faire évoluer, à faire progresser ou à faire reculer? Mais tous les a priori, les étroitesses, les jugements au sabre qui tombent quelquefois drus et conduisent bel et bien à bloquer, à écarter des adhésions possibles. Les adhésions, c'est bien elles qui sont en cause. La CGT aujourd'hui le reconnaît, elle s'affaiblit. Si elle doit changer, c'est bien que des erreurs ont été commises. Alors loin encore de citer des exemples, on dénonce des pratiques suffisamment vagues pour ne vexer personne, mais chacun s'y reconnaîtra. La CGT le décrète, il faut donc évoluer comme le monde du travail a évolué, un monde nouveau avec plus de techniciens et moins d'ouvriers. Nous n'avons besoin de personne pour comprendre que les salariés d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier et vivent des situations différentes de celles de leurs aînés. Cela ferait bien l'affaire du patronat si la CGT avait été atteinte de cécité au point de réduire sa vision et sa conception du syndicalisme de classe à un syndicalisme des seuls ouvriers. Une CGT toute vêtue en bleu de travail, ce serait tellement mieux pour eux. Longtemps considéré comme un dur de la CGT et membre du bureau politique du Parti communiste, Louis Vianney, désormais fanatique de la démocratie, devra maintenant convertir à sa nouvelle religion tous les cadres de la CGT. Les réactions après la manifestation d'hier contre le racisme qui, vous le savez, à l'appel d'une soixantaine d'organisations, a fait plus de 50 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Paris. Malgré la présence discrète du Parti socialiste, les slogans hostiles au gouvernement ont été nombreux. Philippe Marchand, le ministre de l'Intérieur, a répondu ce matin que jamais la France n'avait été aussi favorable au droit d'asile. L'opposition, de son côté, critique je cite, la complicité objective des manifestants avec le Front National. Je vous propose tout de suite d'écouter un certain nombre de ces réactions. La lutte contre le Front National ne se fait pas simplement par des manifestations de rue. Il faut d'abord s'attaquer aux racines. Et c'est là où il y a deux réponses à la crise de nos sociétés. Une réponse de gauche, par l'intégration et par la démocratisation, et une réponse de droite qui fait surtout confiance au marché, et donc à la concurrence, à la compétition et à la dureté des rapports entre les hommes. Si on veut faire progresser Jean-Marie Le Pen et les idées qu'il véhicule, alors continuons comme ça. Finalement, qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui? C'est un certain nombre de nos compatriotes ébahis, d'un côté, qui regardent d'un côté les provocations de Jean-Marie Le Pen, et Dieu sait qu'il n'est pas avare en provocation. Et de l'autre, le Parti socialiste qui manifeste, qui fait des pancartes, et un certain nombre d'organisations, et on a l'impression qu'ils jouent au ping-pong, d'un côté comme de l'autre, sans jamais se parler, et pendant ce temps, à aucun moment on ne répond aux préoccupations des Français, et on traite le mal à la racine. Sur le plan politique, c'est un échec, puisque le Parti socialiste organise une manifestation et les manifestants, somme toute, prennent le Parti socialiste à partie presque aussi violemment qu'ils prennent le Front National. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue. À l'étranger, l'Irlande du Nord se souvient, il y a 20 ans, l'armée britannique tirait à balles réelles sur une manifestation catholique dans le quartier de Londonderry, provoquant la mort de 13 personnes. Bon nombre de jeunes ont ensuite rejoint les rangs de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Ces 20 ans ont laissé 3000 morts et 30 000 invalides en Ulster, et aujourd'hui la violence est toujours là. Au cours de cette marche commémorative qu'a suivi Patricia Lémonière, les rancœurs sont tenaces. Ils se sont donné rendez-vous à Cregan, sur les hauteurs de Derry. Ils ont emmené leurs enfants. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas oublier les morts d'il y a 20 ans. Les forces de l'ordre sont discrètes, quelques véhicules blindés et des hélicoptères. Derry est une ville à majorité catholique,
c'est aussi un des fiefs de l'IRA. Le président du Sinn Féin, l'aile politique de l'organisation clandestine, est là avec les siens. Ce rassemblement, c'est aussi une façon de démontrer qu'ils sont une force avec laquelle Londres doit compter. À l'étranger de passage, les familles des victimes, depuis des années, racontent le fil des événements. Jim Ray avait 20 ans. Alex, son frère, n'a retenu qu'une chose, aucun soldat n'a été condamné. L'enquête a blanchi l'armée. Depuis, il est amer. Les soldats continuent de tuer et de s'en tirer en toute impunité. Un seul d'entre eux a été condamné pour meurtre. Le juge l'avait même traité de menteur, mais il n'a fait que 2 ans de prison et il a été réintégré dans l'armée. Voilà ce que signifie la justice britannique pour nous. Ce matin, dans les églises, les fidèles ont prié pour les morts, mais aussi pour la fin de la violence. La plupart de ces hommes et de ces femmes ne sont pas allés manifester, trop politiques. La majorité des catholiques est contre la lutte armée menée par l'IRA. À leur tête, on trouve des modérés, mais aussi le clergé. La violence ne doit pas et ne peut pas réussir, qu'elle soit utilisée par les Britanniques ou par l'IRA. Je rejette l'IRA et tout ce qu'elle fait. La plupart des Irlandais, catholiques et protestants, rejettent la violence. Cet anniversaire et l'accroissement du nombre d'attentats perpétrés par l'Iran ont relancé le débat sur l'utilité de la présence britannique en Irlande du Nord. Dans un entretien exclusif au Sunday Times, le colonel qui dirigeait le régiment de parachutistes présent ici il y a 20 ans a déclaré que l'armée devait se retirer. Ses propos sont repris à la une du journal. Pour l'instant, 12 000 soldats britanniques sont déployés en Irlande du Nord. Le gouvernement a même renforcé leur présence. En Algérie, la tension n'est pas retombée entre le nouveau pouvoir de Mohamed Boudiaf et les islamistes. Vendredi, les forces de police s'étaient massivement déployées autour des mosquées et les autorités poursuivent sans relâche les leaders du FIS. Le point de la situation sur place avec Didier Chauffier. La mosquée Saint-Charles, à quelques mètres du siège du Front islamique du Salut. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'endroit n'est pas très fréquenté, car il faut savoir qu'ici se pressent habituellement des dizaines de militants islamistes. À l'intérieur du siège, Othman Aïssani, le nouveau chef provisoire du mouvement, est bien là. Il a refusé notre caméra et toute interview avec la plus grande prudence. Les rumeurs concernant son arrestation sont donc fausses pour l'instant. Dans les locaux des organes de presse proches du FIS, les rares journalistes présents restent très discrets. Les vagues d'arrestations, les saisies, les écoutes et les lignes téléphoniques coupées n'incitent pas au bavardage. On ne sait rien du tout jusqu'à maintenant. Il n'y a rien de clair. Nous, journalistes comme les autres, comme tous les citoyens. Les rotatives n'ont pas tourné depuis 2 jours et tous nos contacts, membres de la direction du mouvement, restent injoignables depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est l'islam? L'islam, il prend 3 choses. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Alors, puisqu'on parle de la clémence, on parle de la miséricordieux, donc c'est de la sagesse. Et pour moi, tout ce qui n'est pas sage n'est pas musulman. Tout ce qui n'est pas clément n'est pas musulman. La clémence des autorités, les quelques sympathisants du Front islamique qui circulent dans Bab el-Oued ne l'espèrent plus. Ils auraient même plutôt tendance à raser les murs. Incontestablement, le nouveau pouvoir est en train d'étouffer le FIS. Mais s'il réussit à atteindre cet objectif, on ne voit pas encore d'alternative possible dans l'horizon de la vie politique algérienne, ni du côté des forces socialistes d'Aït Ahmed, et encore moins dans une réforme du FLN, réunie actuellement dans un comité central houleux et en pleine crise d'identité. Les pays occidentaux s'inquiètent, on le sait, des risques de dissémination nucléaire provoqués par l'éclatement de l'ex-URSS. Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, est allé faire le point dans les 4 républiques nucléaires de la nouvelle communauté d'États indépendants, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie et bien sûr la Russie. Monsieur Dumas, qui vient de rentrer, a pu établir des relations diplomatiques avec ces pays et leur a proposé l'aide de la France, mais Moscou souhaite seul récupérer l'ensemble de l'armement nucléaire. Le reportage de Bernard Volker. Au marché d'Alma-Ata, près de la Chine, les Kazakhs utilisent encore des roubles. La libération des prix est aujourd'hui leur principal souci. De l'établissement des relations diplomatiques avec la France, leur président attend surtout des investissements. Cependant, Roland Dumas n'était pas accompagné d'industriels, mais de généraux. En 4 jours, 15 000 kilomètres l'ont mené dans les 4 républiques qui ont l'arme nucléaire. C'est elle,
autant que la situation économique qui inquiète l'Occident. Crainte de la disparition des charges atomiques, faute de contrôle, crainte de la prolifération, d'escalade de conflits locaux. En établissant des relations diplomatiques avec l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie, M. Dumas a obtenu un état des lieux du nucléaire de l'ex-Union soviétique. À Moscou, d'emblée, le maréchal Chapochnikov et M. Yeltsin sont catégoriques et impériaux. La Russie contrôle tout, les armes tactiques seront rapatriées avant l'été, les stratégiques dans quelques années. Non merci, l'offre française d'aider à la destruction des armes nucléaires est fermement repoussée. En Ukraine, le président Kravchuk est pour la dénucléarisation rapide. Même position pour la Biélorussie. Au Kazakhstan, le président Nazarbayev semble vouloir, lui, monnayer les sites de missiles intercontinentaux qu'il a chez lui, sans cependant pouvoir appuyer sur le bouton. Tout n'est pas réglé. Les principales républiques vont donc se réunir le 14 février prochain et vont discuter de ce problème du nucléaire et de l'armement en général. Je ne peux pas dire que je suis inquiet, mais tant de problèmes se posent, je ne peux pas dire que je suis totalement rassuré. Ce voyage a aussi permis de constater que leur indépendance va coûter très cher aux nouvelles républiques, car leurs économies sont encore totalement interdépendantes. Et si aujourd'hui elles prônent leur dénucléarisation, c'est aussi pour s'attirer les bonnes grâces et les capitaux occidentaux pour sortir de leur sous-développement. Et ces problèmes de la CEI, vous les trouverez demain dans un nouveau quotidien, puisque la tribune de l'expansion sort